Bonjour et bienvenue donc au module 9, pouvoir de l'intention et de la parole guérisseuse. Alors ce module est un module finalement qui a été créé tout récemment dans le cadre de la formation personnelle afin de mettre en évidence combien le pouvoir de la parole peut être en quelque sorte une façon de soigner une personne. Alors, quand j'ai commencé ma pratique avec les guérisseurs, j'ai pu constater que la perception intuitive pouvait donc aider les gens à mieux comprendre ce qui animait leur être. Le fait que l'on puisse percevoir en eux des informations intuitives qui venaient confirmer ce qu'ils ressentaient, venait renforcer énormément leur foi envers ce qu'ils ressentaient justement et leur permettait de faire plus confiance en leur ressenti et leur permettre donc d'actualiser davantage ce qu'ils étaient. Donc ça, c'était vraiment un élément très fort que j'avais observé dans les lectures intuitives que je faisais, ce qui était positif, qu'est-ce que ça amenait de positif pour les gens. L'autre chose, c'est que l'intuition me permettait aussi d'aider les gens à mieux comprendre ce qu'ils étaient ou pourquoi ils fonctionnaient de telle façon, pourquoi ils vivaient des différents types de relations, pourquoi ils avaient des problèmes de santé, etc. Donc, il y avait vraiment comme une prise de conscience que ça permettait de faire, qui était très intéressante et qui permettait aux gens d'arriver à mieux comprendre ce qu'ils étaient. Ce que j'observais aussi, c'est que par le simple pouvoir de la parole, je pouvais énormément faire de bien aux gens. C'est-à-dire que le fait que je les reconnaisse, que je leur donne le sentiment de mieux comprendre finalement les problématiques qui se vivaient chez eux, les amenait à ressentir un bien-être. J'ai ensuite constaté, grâce à la déprogrammation, qui est une technique que j'ai insérée tout doucement dans ma pratique, qu'il était possible donc que par les perceptions intuitives, je pouvais communiquer avec des énergies psychiques qui étaient donc limitatives, qui étaient donc prisonnières d'une programmation, et qu'il était possible, par l'intention, de leur donner tout ce qui était nécessaire pour que les mémoires se libèrent. Alors, en faisant cela, évidemment, je constatais aussi que dans la clientèle, il y avait vraiment comme une expérience intérieure qui se vivait à mesure que je déprogrammais, qui les amenait vraiment à ressentir un bien-être dans leur propre corps par le fait que je leur parlais, mais aussi par le fait qu'il y avait une notion de soin qui était effectuée en parallèle. Et ensuite, évidemment, à travers le soin, j'ai pu constater que le soin, le transfert d'énergie, les techniques énergétiques ou le travail sur les fascias également, pouvait donc favoriser donc une meilleure circulation dans le corps de la personne, et cette circulation-là pouvait les amener également à donc ressentir un bien-être, et je pouvais aussi combiner ce soin énergétique-là avec la déprogrammation et le décodage intuitif, ce qui renforcissait donc le soin. Alors, ça m'a amené donc tout doucement à des consultations où je constatais que le pouvoir de la parole avait une importance vraiment importante justement. Et j'ai eu une amie, moi, quand j'étais en psychologie, qui faisait de l'hypnose, qui était même un spécialiste de l'hypnose, et avec lequel j'ai eu la chance de pouvoir discuter assez fréquemment de l'hypnose. J'ai également regardé aussi l'histoire de l'hypnothérapie, où il est intéressant de constater que l'hypnose est venue avec la tentative du docteur Mesmer de démontrer que le magnétisme était une réalité. Donc le docteur Mesmer était donc un médecin qui traitait ses patients avec le pouvoir magnétique des mains, et il était convaincu de cette réalité-là. Il a voulu donc démontrer cela, et évidemment, il a donc fait des démonstrations publiques, etc., devant diverses personnes, donc diverses personnes importantes aussi, et il avait une certaine renommée qui se construisait tout doucement. Et puis, à un moment donné, il y a donc un monsieur qui a démontré que le pouvoir des mains était finalement une illusion, que c'était beaucoup plus un effet hypnotique finalement, qui permettait donc d'aller chercher un impact chez les gens. Il a fait cette démonstration-là en arrivant au même résultat qu'un magnétiseur, simplement en utilisant le mot, simplement en utilisant la parole. Donc, c'est comme ça qu'est né l'hypnotisme, et c'est là évidemment que tout doucement le magnétisme a perdu de ses forces, parce qu'on est arrivé effectivement à démontrer que c'était pas le pouvoir énergétique qui créait ces états-là, mais davantage le pouvoir de la parole. Je vous donne cet exemple-là, qui est une réalité historique, pour bien mettre en évidence que le pouvoir magnétique pour moi existe, bien évidemment, puisque j'enseigne les soins énergétiques, je les pratique depuis très longtemps, et je sais que c'est quelque chose qui peut être très efficace, mais en même temps, je crois aussi en ce pouvoir de la suggestion, qui est le pouvoir donc d'utiliser la parole pour amener un patient à l'induire sa conscience dans un état modifié de conscience, qui va faire qu'on va favoriser à ce moment-là la connexion de cet individu-là avec ses ressources créatrices qui sont en lui, qui sont dans l'ordre de l'inconscient, et qu'on va permettre à cet individu-là de faire confiance à ces ressources créatrices-là pour pouvoir favoriser un processus de guérison dans différents niveaux. Alors c'est comme ça qu'effectivement est né
ce que j'appelle l'activation intuitive des ressources créatrices, qui est en fait le thème de ce module. Vous avez peut-être déjà écouté l'enregistrement MP3 de la formation personnelle sous la forme audio, dans lequel il y a effectivement un enseignement qui est donné sur l'activation intuitive des ressources créatrices et comment nous pouvons l'appliquer sur soi. Aujourd'hui, je vais vous proposer un enseignement qui va finalement être un enseignement dans lequel je vais plus le proposer dans un contexte de relation avec une autre personne pour arriver peut-être à mieux comprendre comment on peut communiquer à un partenaire, à un individu d'une façon plus efficace. Évidemment, dans un contexte thérapeutique, c'est une technique très puissante et très efficace. Et simplement, dans un contexte relationnel, simplement prendre conscience de comment on peut mieux communiquer avec les gens en tenant compte de peut-être de certaines facettes ou certains mécanismes de défense qu'ils ont développés. Alors, c'est ça qu'on va un petit peu explorer dans le module 9. On va passer donc à la diapo numéro 2. Donc, voici la définition d'une activation intuitive des ressources créatrices. Alors, l'activation intuitive des ressources créatrices s'inspire du chamanisme et d'approches modernes telles que l'hypnose. Donc, qu'est-ce que c'est que le chamanisme? Bon, évidemment, traditionnellement, le chaman était un guérisseur qui utilisait donc des techniques qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de primitives ou ancestrales, qui finalement, lorsqu'on commence à regarder ce qu'elles sont, on découvre finalement qu'elles sont à l'origine de toutes les grandes techniques modernes de thérapie, de médecine, etc. qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, c'est des techniques finalement qui étaient très puissantes et qui avaient une grande valeur, même si on a tendance peut-être à les regarder de haut aujourd'hui. Alors, une des principales techniques que j'aimerais vous parler aujourd'hui concernant l'activation intuitive des ressources créatrices, c'est que le chaman avait compris énormément de choses. Il avait compris que, par exemple, s'habiller d'une certaine façon, avoir un habit qui pouvait impressionner son patient, pouvait être un élément important pour la thérapie. Il avait compris également l'art du rituel. Il avait compris qu'en créant des conditions spéciales, un peu magiques autour du patient, il pouvait avoir de meilleurs résultats. Donc, il avait toute la notion du rituel, des gestes aussi, des incantations, des invocations, des prières. Le chaman avait compris tout cela. C'est qu'il croyait en tout cela, mais en même temps, il savait que ça avait un pouvoir aussi sur son patient. Il avait également compris que quand il faisait une opération énergétique à un patient, il pouvait avoir sous sa main ou quelque chose comme ça des éléments, des objets qu'il pouvait donner l'impression au patient qu'il avait sorti du corps du patient et ensuite il les montrait en disant « Regarde, je t'ai enlevé ça ». Donc encore là, le chaman avait compris que même s'il faisait des soins réels, il pouvait utiliser le subterfuge pour parvenir à intensifier le pouvoir de guérison chez son patient. C'est un peu ça que l'activation intuitive propose, en fin de compte, c'est de vraiment reconnaître le pouvoir de la suggestion et de quelle façon qu'on peut l'utiliser dans la pratique de l'écoute imaginaire. Et c'est ça que je vais vous présenter tout au long de cet enseignement-ci. Évidemment, donc, ça s'inspire donc de la tradition chamanique avec ce que je viens de vous donner. Donc, c'est toute la notion du pouvoir de l'effet placebo, en fin de compte. C'est comment on peut amplifier le processus de guérison qui est présent dans le champ énergétique d'une personne. Alors, quand je fais un travail intuitif, dans l'activation intuitive, comment ça va se faire? C'est que je vais simplement interpeller le corps de mon partenaire en lui demandant d'activer ses ressources créatrices pour soigner telle chose. Alors, ça peut être la maladie, évidemment, une maladie grave ou une maladie plus bénigne. Ça peut être des symptômes. Ça peut être également, bon, j'ai toujours tendance à m'endormir, donc j'aimerais quelque part activer des ressources créatrices pour soigner le fait que je suis toujours en train de m'endormir, que soigner le fait que je sois timide, soigner le fait que je manque de courage, soigner le fait que je me mets en colère facilement, soigner. Vous voyez, tout est possible avec l'activation intuitive des ressources créatrices. Et l'intérêt de cela, c'est qu'en libérant ce processus de guérison, alors qu'on est thérapeute intuitif, qu'est-ce qu'on va observer? C'est que ce processus qu'on va libérer dans le champ énergétique de notre partenaire va finalement prendre forme devant nous, c'est-à-dire qu'on va assister à des mouvements énergétiques, à des manifestations psychiques qui vont se présenter dans le champ énergétique de notre partenaire. Et ce que nous allons faire pour mettre en place le processus de l'activation, c'est que nous allons utiliser le mot pour signifier à notre partenaire ce qui anime son être, ce qui se passe dans son champ énergétique. En faisant ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vraiment amplifier le processus et qu'on va amener notre partenaire à devenir conscient du processus de guérison qui est en train de s'opérer en lui. Et c'est ça qui est vraiment l'intérêt de pouvoir travailler sous cette forme-là, avec cette technique-là. Alors évidemment, donc, on va aussi dire que cette activation intuitive repose sur des approches modernes telles que l'hypnose, puisque l'hypnose a été énormément travaillée, répertoriée, avec énormément de documentation sur des techniques permettant de soigner grâce à l'hypnose.
Donc, on a développé des protocoles qui sont un petit peu rationnels, c'est-à-dire qu'on a développé des méthodologies de travail pour arriver à comprendre que pour travailler, par exemple, sur un mot de dent, on avait des techniques de suggestion qui étaient proposées. Si on voulait travailler sur des cas de cancer, on avait un certain type de suggestions pour travailler là-dessus. Si on voulait travailler sur la timidité, on avait d'autres types de suggestions, et ainsi de suite. Donc, on a compris que à travers cet apprentissage historique de l'hypnose, on est arrivé donc tout doucement à développer des stratégies de plus en plus riches et intéressantes permettant de soigner donc les problèmes divers qu'une personne pouvait rencontrer. Donc, l'activation intuitive des ressources créatrices s'inspire donc de la tradition chamanique, qui est une démarche beaucoup plus intuitive, et donc s'inspire aussi de la démarche de l'hypnose, qui est une démarche beaucoup plus rationnelle. On va voir un petit peu comment ça peut prendre forme, ce mariage-là de ces deux approches-là. Évidemment, je n'irai pas dans le détail de tout cela, mais je vais vous présenter les principales bases qui vont nous permettre déjà d'aiguiller un petit peu de quelle façon que l'activation intuitive peut être utilisée pour travailler sur un partenaire. Donc, l'activation intuitive des ressources créatrices, quand on va demander au corps de libérer le processus, le potentiel guérisseur qui anime l'individu, on va voir apparaître alors des images, des sensations et des mots qui vont se mettre en action dans le champ énergétique de notre partenaire, et nous allons donc soutenir ce processus-là par des mots qui soignent, qui réduisent le champ d'énergie, qui vont simplement signifier à notre partenaire ce qui se passe. Et on va chercher évidemment donc à lui verbaliser cela. On pourrait combiner simplement cette expression des mots par également le toucher. On pourrait très bien se déplacer et venir toucher notre partenaire pour encore plus amplifier le processus de guérison qui est présent. Alors, l'idée là-dedans, c'est donc d'amplifier ce qui se passe dans le champ énergétique de notre partenaire, qui est donc la libération des processus potentiels de guérison, pour favoriser donc effectivement un soutien qui va permettre à ces forces de guérison-là de pouvoir vraiment se mettre en branle et d'être vraiment reconnu par notre partenaire comme étant existante, et lui-même va apprendre à collaborer avec elle. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette activation-là, pour pouvoir encore plus l'amplifier. Comme les activations intuitives sont souvent enregistrées, c'est ce que moi je propose, bien évidemment, le partenaire, le client, va pouvoir donc prendre le temps de réécouter l'activation intuitive régulièrement pour pouvoir en bénéficier régulièrement également. Donc, c'est une technique qui est assez intéressante et assez puissante et qui permet donc de pouvoir vraiment incarner en l'état de soi-même ce potentiel de guérison qui va se manifester en soi. Donc, ce type de soin-là va consolider le processus de guérison et favoriser l'intégration du changement. Donc, c'est ça un petit peu qui était la définition d'une activation intuitive des ressources créatrices. On va passer à la diapositive 3. Alors, les applications, bien évidemment, elles sont nombreuses. Alors, évidemment, elles sont limitées. Tout ce qu'on peut imaginer, on pourrait très bien utiliser l'activation intuitive pour pouvoir le soigner. Donc, dans ce sens-là, tout est possible. Ici, il est présenté l'activation intuitive des ressources créatrices énergétiques. Alors, évidemment, ça veut donc dire qu'on peut travailler sur une maladie, comme je disais tantôt, sur des symptômes. On peut travailler également sur des symptômes. Donc, par exemple, quelqu'un qui a, comme je disais tantôt, qui a de la difficulté à dormir, par exemple, pourrait éventuellement donc demander à l'activation intuitive de nous montrer le chemin pour qu'elle puisse retrouver le sommeil. Quelqu'un qui a un problème de santé, on pourrait lui demander de nous montrer le chemin pour qu'elle retrouve la santé vis-à-vis de cette maladie-là. Alors, vous voyez, il y a plein d'applications possibles par rapport à l'activation intuitive des ressources créatrices. On pourrait également travailler sur une douleur, par exemple, qui serait chronique, ou une douleur qui serait aiguë, ou une douleur qui serait présente lors d'un soin pour demander au corps-là, aux ressources créatrices, de nous montrer le chemin pour que cette douleur-là puisse se dissiper, par exemple. La beauté de la chose, c'est qu'il se passe à ce moment-là, c'est que le corps se met en branle des processus de guérison qui vont se manifester sous la forme d'images, sensations et mots. Et nous, on va simplement décrire les mots qui vont permettre de soutenir ce processus de guérison-là. On va voir évidemment qu'il y a une façon de communiquer à notre partenaire lorsqu'on fait une activation intuitive des ressources créatrices. Et tout à l'heure, je vais vous proposer des stratégies thérapeutiques qui peuvent être utilisées lorsqu'on entreprend une activation intuitive des ressources créatrices. Alors, c'est bien évident que quelqu'un qui est très visuel avec qui on parle, bien évidemment, on va faire une activation intuitive qui va peut-être être davantage visuelle que quelqu'un qu'on a perçu comme étant beaucoup plus auditif ou comme quelqu'un qui est beaucoup plus dans les sensations. Alors, évidemment, selon le mode de communication qu'on a identifié qui lui était propre, on va utiliser donc une activation intuitive qui va sans doute tenir compte de cette réalité-là. Quand on n'en est pas sûr, on va évidemment proposer les trois voies. Alors, on va simplement dire, il est possible que tu puisses voir, entendre ou ressentir. C'est l'un ou c'est l'autre. Tu vas simplement te rendre réceptif à ce qui va apparaître tout simplement pour toi. Alors, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on va procéder. Il y a également l'activation intuitive des ressources créatrices psychiques qui implique évidemment que toute problématique psychologique, qu'elle soit émotionnelle, mentale,
pourrait effectivement être travaillé par une activation intuitive des ressources créatrices. On laisserait simplement monter à notre conscience le processus qui se manifesterait et on l'amplifierait avec les mots de la même façon. L'activation intuitive des ressources créatrices transpersonnelles, on pourrait par exemple favoriser des deuils, par exemple, ou des gens qui se disent possédés par une personne décédée. Effectivement, l'activation intuitive, on va demander aux ressources créatrices du corps de notre partenaire de se libérer pour effectivement favoriser ce travail de libération-là. Donc, à partir du moment qu'on a une intention claire, qu'on sait pourquoi on fait l'activation, qu'on demande au corps de nous montrer le chemin de la guérison par rapport à cela, on va simplement donc faire un genre de déroulé de l'information qui va apparaître en nous. Notre objectif, on le sait, c'est d'amener notre partenaire aussi à expérimenter dans son propre corps un état de relaxation, un état de bien-être qui va l'amener donc d'une part à expérimenter physiologiquement une harmonisation de son être et en même temps d'avoir une information intuitive qui va amplifier ce processus de guérison-là, mais qui va lui transmettre de l'information, de la connaissance pour arriver à comprendre davantage la problématique qu'il a vécue et de finalement, par la suggestion, de l'amener aussi à se rendre compte du potentiel de guérison, du potentiel évolutif, du potentiel expansif qui va lui permettre donc de dépasser cette problématique-là. Donc, c'est vraiment ça l'objectif qu'on va faire. Donc, lorsqu'on fait une activation intuitive des ressources créatrices, on va donc observer ce qui se passe, donc on va le témoigner en mots, mais on va chercher évidemment à travers la suggestion d'amener notre partenaire à ressentir dans son corps ce qui se passe pour qu'il y ait des mouvements énergétiques qui prennent forme et qui vont naturellement nous amener à un moment donné ou à un autre à un équilibre global du corps, c'est-à-dire des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'aux pieds, il y a une forme d'harmonie qui se soit installée chez notre partenaire. C'est vraiment ce qu'on va chercher à faire habituellement lors d'une activation intuitive. Alors même si on parle d'un problème très précis chez notre partenaire, nous allons évidemment travailler sur ce problème très précis en début de consultation générale et progressivement, on va chercher ensuite à finaliser le soin dans une globalité. C'est normalement comme ça qu'une activation intuitive va se faire, contrairement à une séance d'hypnose, par exemple, qui va être un peu différente. On va peut-être plus localiser la séance d'hypnose à travers un discours qui sera plus ou moins orienté sur le corps. Ça dépend des types de transes hypnotiques qu'on va choisir de faire. Alors que dans l'activation, on va vraiment systématiquement faire une démarche comme celle que je viens de vous décrire. Donc, si vous voulez bien, on va passer à la diapositive suivante, qui va nous présenter, donc, alors peut-être avant d'aborder cette diapositive-là, j'aimerais peut-être ajouter une chose avant, c'est que lorsqu'on fait, donc, quand on utilise le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins, la première chose qu'on observe, c'est que notre patient se trouve dans une position de passivité. C'est-à-dire qu'il va recevoir une certaine somme d'informations qui va lui permettre justement d'être nourri. C'est-à-dire que le décodage intuitif, on va lui dire en quelque part ce qu'il ressent, ce qu'on perçoit de lui. On va lui dire qu'est-ce qui anime son champ énergétique. On va lui expliquer un tas de choses qui va l'amener à mieux comprendre ce qu'il est, avoir une plus grande organisation psychique, je dirais, de sa propre vision du monde. Donc, dans ce sens-là, on va le nourrir par l'information intuitive qu'on va lui donner. La déprogrammation va un petit peu être utilisée de la même façon, c'est-à-dire qu'on va donner à notre partenaire des techniques qui vont libérer son champ énergétique, donc il va ressentir des choses dans son corps, mais on va lui donner des informations aussi qui vont lui permettre d'être en connexion avec un potentiel expansif et évolutif qui va se manifester dans sa vie. Donc ça aussi, ça va être un élément très positif pour lui, mais encore là, il est relativement passif. Il ne fait rien de spécial. Notre partenaire, le décodage intuitif et la déprogrammation, mais on fait un soin dans lequel notre partenaire est encore passif, c'est-à-dire qu'il reçoit un équilibre énergétique ou un soin sur les fascias sans faire rien de spécial. Donc encore là, on a vu que les trois éléments thérapeutiques qu'on va proposer à notre partenaire vont nourrir celui-ci et il est relativement passif dans la démarche. On va voir dans les accompagnements thérapeutiques, pour ceux qui vont faire des formations plus avancées, que dans l'accompagnement thérapeutique, on commence justement à inviter notre partenaire à devenir un participant. La première technique que l'on apprend pour l'accompagnement thérapeutique, c'est justement l'activation intuitive des ressources créatrices, pour la simple raison qu'on commence à proposer à notre patient de devenir un petit peu participatif dans cette technique-là. Quand je dis un petit peu, je m'explique, c'est-à-dire que je demande à son corps de commencer à libérer des ressources créatrices et moi, je vais témoigner en mots ce que je perçois de ces ressources créatrices-là et mon patient va être simplement passif tout au long de la séance. Sauf qu'il va découvrir que pendant que le processus se fait, il va ressentir et expérimenter des choses sans que je le touche, sans effectivement que je sois nécessairement en train de faire des soins sur lui.
il va comprendre quelque part que dans son propre corps, il y a des ressources créatrices et que lui, s'il est participatif avec ces ressources créatrices-là, il devient une partie, donc une ressource lui-même. C'est-à-dire qu'il devient un aide pour son propre corps, pour son propre champ. Donc ça devient évidemment quelque chose de très intéressant pour lui aussi. Donc il commence à se rendre compte qu'il peut donc participer. Ensuite, il va y avoir une autre étape après l'activation intuitive dans laquelle on va lui enseigner la méthode pour qu'il devienne encore plus actif, c'est-à-dire qu'on lui donne des moyens de faire lui-même les techniques de décodage, de déprogrammation et de soins. Ça, c'est vraiment l'étape ultime où notre partenaire va devenir autonome à un point tel qu'il sera à un moment donné capable de nous dire, ben voilà, je me sens prêt maintenant à voler de mes propres ailes. C'est quand même l'objectif que tout thérapeute va fixer lorsqu'il entreprend une démarche thérapeutique avec un client, puisque c'est une réussite que d'arriver à constater que notre partenaire se sente maintenant capable de voler de ses propres ailes. Alors voilà, ça c'était un petit peu la partie que je voulais vous dire avant d'aborder la stratégie thérapeutique qui a pour objectif de nous faire comprendre davantage de quelle façon que l'activation intuitive, nous allons pouvoir l'effectuer. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'on part, en discutant avec un partenaire, nous allons découvrir, si on a déjà fait des écoutes avec lui entre autres, on va constater que cette personne-là a peut-être une plus grande facilité à avoir des images, à ressentir des choses ou à entendre des mots ou des voix pendant une séance d'écoute imaginaire. Donc, en ayant cette information-là, déjà, on sait que l'activation intuitive, on va l'utiliser en tenant davantage compte du mode de communication le plus facile que cette personne-là utilise naturellement. Donc, si elle est très visuelle, on va utiliser les images. Si elle est très sensitive, on va plus mettre l'emphase sur les sensations. Et si elle est très auditive, on va plus mettre l'emphase sur les sons, sur les voix, sur ces éléments-là, de cette façon-là. Donc, de cette façon-là, bien évidemment, la communication va être plus sûre par rapport à notre partenaire. Quand on discute avec lui, quand on a fait des écoutes avec lui aussi, on a peut-être constaté qu'il y avait des formes de résistance que notre partenaire a pu développer. Et ce que je vais vous proposer au niveau des stratégies thérapeutiques, ça s'inspire évidemment des grandes connaissances, quelque part, qui ont été répertoriées dans l'hypnose. Alors, je vais vous présenter les 4 grands axes qui ont pu être identifiés et avec lesquels je suis parfaitement à l'aise, qui proposent justement un peu le type de résistance qu'une personne peut avoir et qui pourrait peut-être l'empêcher justement de pouvoir bien recevoir une activation intuitive. Alors, quand on discute avec notre partenaire, par exemple, si on regarde l'axe du souvenir, qui est le premier axe de résistance, on constate qu'il y a des gens qui vont, par exemple, parler en oubliant ce qu'ils parlent, puis ils disent « Ah, mais ils perdent conscience, ils ont « Ah, de quoi on parlait déjà? » Et comme si, quelque part, il y avait une forme d'amnésie qui se formait dans leur discours. Et souvent, cette amnésie-là va se former, va se créer dans des moments particuliers. Lorsqu'on touche des thèmes émotionnels, par exemple, ou des thèmes avec lesquels on a une certaine difficulté d'appréhender, etc. Donc, évidemment, en devenant conscient de cette façon que notre partenaire a de réagir, ben on sait évidemment que lors de l'activation, on pourra évidemment utiliser des informations intuitives ou des façons de communiquer ces informations intuitives en tenant compte justement de cette difficulté qu'on a pu observer, de cette résistance qu'on a pu observer chez notre partenaire. Donc, il y a l'amnésie et il y a l'hypermnésie aussi qui est un autre symptôme. Il y a des gens, évidemment, qui ont tellement de souvenirs précis de certains traumatismes, par exemple, ils ont tellement de souvenirs précis qu'on a l'impression, quelque part, qu'ils sont en train de le revivre, tellement qu'ils ont un niveau de détail par rapport aux événements qui sont très, très puissants. Alors, souvent, cette capacité de détail très puissant va parallèlement aller avec une incapacité de voir globalement les choses, c'est-à-dire qu'on rentre dans le détail des choses, donc la souffrance peut être très détaillée, mais on ne se rend pas compte à quelque part que la journée est ensoleillée, par exemple, cette journée-là, par exemple. Alors donc, évidemment, l'idée ici, c'est de changer le point de vue de notre partenaire. Donc, celui qui fait de l'amnésie va sans doute ou va avoir tendance à vouloir oublier. Celui qui fait de l'hypermnésie va sans doute se rendre trop attentif à des détails, mais va perdre la vision globale. Donc, l'idée de la stratégie qu'on va utiliser à ce moment-là avec ces types de personnes-là, ce sera des activations intuitives qui vont tenir compte de cela pour arriver à déjouer cette résistance-là et avoir un impact sur l'inconscient d'une façon plus importante. Je vais vous donner un exemple de ça par rapport à l'amnésie, par exemple, donc la personne qui a tendance à oublier. Alors, je vais vous donner un exemple un peu improvisé, là. Alors, on pourrait, par exemple, simplement dire une chose comme ceci. Alors, tu prends conscience de ton genou. Ce genou, à quelque part, te met en contact avec une souffrance, avec une douleur très, très importante. Un peu comme si cela entraînait en toi des souvenirs très, très profonds. Comme si tu n'avais jamais voulu te souvenir de cela. Comme si tu ne voulais pas t'en souvenir, car cela faisait trop mal. Mais c'est un peu comme si les ressources créatrices qui étaient présentes dans ton genou te mettaient en contact avec une vérité que tu connais et que tu connais parfaitement bien, mais que tu ne voulais pas te souvenir.
comme si tout doucement cette vérité se manifeste en toi, comme si des images, des sensations et des mots se manifestaient à ta conscience, comme si elle te révélait quelque part la raison d'être de cette souffrance, comme si elle te montrait dans la lumière ce qui en était véritablement. Et tu découvres alors que tu ne voulais peut-être plus te souvenir, car au fond de toi, il y avait une énorme tristesse, un sentiment de solitude, comme si tu avais été abandonné pendant un certain temps. Ça faisait tellement mal que tu ne voulais plus t'en souvenir, tu ne voulais plus te remettre en contact avec elle. Mais aujourd'hui, tout cela change, car les ressources créatrices te tendent la main et te mettent en relation avec la vérité qu'aujourd'hui, tu n'es plus seul. Tu as choisi maintenant de te tenir main dans la main avec toi-même et de commencer à te rendre réceptif aux gens qui sont autour de toi. Et c'est alors que tu reconnais ton envie de pouvoir communiquer avec eux, comme si pendant longtemps tu t'étais isolé et aujourd'hui tu avais envie de leur communiquer ce que tu ressentais, etc., etc. Donc vous voyez, c'est un exemple que je vous donne pour vous montrer un peu la façon qu'on pourrait travailler. Donc dans ce cas-ci, l'exemple, c'était une personne qui avait un problème de genou et qui était peut-être en relation avec une émotion importante qu'elle ne voulait pas, dont elle ne voulait pas se souvenir. Et là, on va lui donner l'occasion de pouvoir reprendre contact avec ces souvenirs-là. Alors évidemment, là, c'est un exemple, donc je n'ai pas été dans un détail. Tantôt, je vais vous donner une démonstration qu'on va faire d'une activation intuitive pour vous montrer sur un thème fictif, vous montrer un petit peu de quelle façon qu'on pourrait procéder. Mais je pense qu'avec cet exemple-là, ça vous donne un peu les idées par rapport à l'amnésie. Dans le cas de l'hyperamnésie, c'est quelqu'un qui va être très pris par des détails. Donc, évidemment, on pourrait partir d'un principe, par exemple, une personne qui aurait un problème pulmonaire, on pourrait dire quelque chose comme ceci. Vous pouvez ressentir une tension dans la région de vos poumons. Et cette tension vous amène à prendre conscience très précisément des détails qui se trouvent présents dans vos poumons. C'est comme si vous pouviez voir vos poumons avec une extrême précision, ressentir chacune des cellules se trouvant dans vos poumons. Comme si, à mesure que vous commenciez à inspirer de plus en plus profondément, vous constatiez combien ces cellules finalement collaborent entre elles et combien elles peuvent justement utiliser cette respiration de plus en plus profonde comme un moteur pour que chacune d'elles se mette à fonctionner d'une façon plus puissante et plus forte. Comme si vous constatiez que ces cellules travaillent ensemble et commencent justement à vous faire voir la puissance de vos poumons. Comme si vos poumons vous permettaient de respirer et de prendre de l'oxygène de l'univers et de la faire pénétrer dans votre corps pour que chacune des cellules de tout votre être puisse commencer justement à respirer plus librement. Comme si vous étiez en train de vous dégager d'un poids énorme, d'une douleur énorme que vous portiez depuis très longtemps. Comme si vous n'aviez pas voulu voir la globalité de votre être. Vous n'aviez pas voulu voir que vous étiez un être merveilleux. Comme si vous aviez toujours l'impression qu'il fallait toujours porter votre attention sur des petits points, sur des petites choses. Comme si vous ne vouliez pas voir votre globalité. Aujourd'hui, vous vous voyez tel que vous êtes dans votre grandeur. Et cela vous permet de ressentir dans vos poumons une plus grande libération pulmonaire, une respiration de plus en plus profonde, qui vous amène à ressentir avec fierté ce que vous êtes et de vous prendre dans vos bras de façon à vous dire que vous vous aimez. Par exemple, c'est un autre exemple que je vous donne pour vous montrer un peu ce que pourrait être fait au niveau de l'hypermnésie. L'axe du temps maintenant. Alors, c'est une autre façon de résister. Alors, on va discuter avec quelqu'un et on va effectivement constater que la personne semble ne pas avoir une juste valeur du temps. Elle va par exemple dire, on est toujours dur avec moi, on est toujours méchant avec moi. Est-ce que c'est vrai qu'on est toujours méchant avec la personne? Je ne crois pas que ça puisse être vrai. Quand on dit on est toujours méchant, c'est qu'on a l'impression que le temps, on n'a pas une juste mesure du temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement que tout le temps de notre vie, les gens sont méchants avec nous. Alors que c'est bien évident que par moment, il y a des gens qui ne sont pas méchants avec nous, mais notre prisme, notre façon de regarder les choses nous rend convaincus que tout ce qui se fait est une attaque envers nous-mêmes. Et de cette façon-là, bien évidemment, on a une distorsion du temps, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression de vivre des choses négatives, alors que ce n'est pas nécessairement vrai par rapport à cela. Il y a d'autres gens aussi qui vont avoir l'impression que des moments de joie, par exemple, vont être très courts et les moments de douleur vont être très longs. Alors que finalement, les moments de joie peuvent être tout aussi longs que les moments de douleur, mais c'est comme s'il y avait une distorsion qui s'effectuait au niveau de l'expérience corporelle, des temporels de cela, qui nous empêchait donc d'être dans un espace juste et véritable par rapport à tout cela.
Il y a des gens ici qui vont tomber en régression. Ça, c'est un phénomène qu'on connaît peut-être un peu plus dans la pratique de l'écoute imaginaire, puisque la régression est un mécanisme inconscient qui s'effectue assez fréquemment pour se défendre d'un événement présent. C'est-à-dire qu'on a un événement présent qui nous bouleverse, mais qui nous rappelle quelque chose qui a été douloureux dans notre enfance, et on pourrait simplement revivre l'événement de l'enfance comme si on se comportait plus comme un adulte, mais on se comportait comme l'enfant de 8 ans que nous avons été, et vivre les mêmes états émotionnels, les mêmes mécanismes de défense qui pourraient nous éloigner en quelque sorte de ce que nous souhaitons finalement faire dans une situation comme ça en tant qu'adulte. Alors ça devient des mécanismes infantiles à ce moment-là qui vont en résulter et qui vont nous amener donc à vivre des régressions et ne plus être connectés avec la réalité à ce moment-là. Donc effectivement, c'est un autre mécanisme de défense que des gens vont utiliser pour éviter effectivement de faire face à certaines situations. Le potentiel futur, bien, il y a des gens effectivement qui vont se projeter dans le futur constamment. Alors le régressif est vraiment celui qui va dans le passé constamment. Celui qui, a le potentiel, qui se lance dans le futur, mais c'est celui qui a toujours des projets futurs. Un jour, je ferai ça quand je serai ta. Donc il ne le fera jamais finalement, c'est ce qu'il faut comprendre, puisqu'il se projette dans le futur, il ne se donne jamais les moyens dans son présent pour entreprendre quoi que ce soit qui lui permettrait d'atteindre ce qu'il souhaite atteindre dans le futur. Donc, c'est des mécanismes de défense qui peuvent effectivement déraciner un individu parce qu'il n'est jamais connecté avec le présent, il est toujours connecté avec effectivement le passé, le futur, ou avec des distorsions temporelles qui ne font pas lui permettre de voir la réalité telle qu'elle est. Donc, c'est un peu le processus qu'on va retrouver chez les gens qui sont dans les résistances au niveau de l'axe du temps. Comment on va procéder pour travailler avec ces personnes-là? Bien évidemment, on va chercher à les ramener dans le présent. Donc, la régression, bien, on va faire une suggestion dans laquelle on peut effectivement dire à une personne, bien, regarde, tu peux très bien voir, entendre et ressentir cet enfant de 8 ans, quelque part, qui peut t'exprimer toute sa douleur, toute sa souffrance. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que tu es devenu un adulte et que tu peux regarder de haut cet enfant et lui tendre la main. Lui tendre la main simplement pour lui permettre de lui faire comprendre à cet enfant que tu peux l'aider justement en le sécurisant et en lui donnant tout ce qui lui est nécessaire pour qu'il se sente moins seul. Et c'est un peu comme si on allait l'inviter à ce moment-là, l'enfant, effectivement, de se réintégrer dans notre corps, comme si l'enfant était donc une facette de soi qui allait être effectivement reconnue par l'adulte et qui était en nous, et que nous allons pouvoir intégrer en soi d'une façon plus positive et plus équilibrante. Alors ça serait une façon de procéder qui pourrait être quelque chose de similaire, comme la technique de l'accueil, qui pourrait être intégrée là-dedans, ou quelque chose comme ça. Le potentiel futur, mais la personne peut se lancer toujours dans le futur, donc ce qu'on pourrait effectivement lui proposer, c'est que un exemple que je pourrais vous donner, ce serait comme celui-ci. Par exemple, on pourrait dire quelque chose comme ceci. Tu te projettes dans le futur, comme si tu n'avais plus de jambes, comme si tu n'étais plus capable justement de renouer contact avec le présent. Tu vas ressentir ici, voir et entendre et ressentir combien dans ton corps il y a comme une envie de retrouver ses jambes, comme si les ressources créatrices qui étaient en toi te poussaient à retrouver tes jambes, de façon telle que tu commences à te rendre compte que dans ces jambes, il y a de la souffrance. Une souffrance que tu ne voulais pas regarder, que tu ne voulais pas voir. La souffrance de l'être qui n'a pas appris à se faire confiance, celui qui n'a pas appris à s'apprécier, à s'aimer véritablement. Il se projette dans le futur pour éviter justement de se connecter avec ce manque de confiance qui est en lui. Et aujourd'hui, les ressources créatrices sont là pour te tendre la main, pour te rendre compte justement que tu peux effectivement accueillir ces ressources créatrices comme des amis qui vont pouvoir t'aider, te soutenir, afin que tu sois plus dans ton présent, afin de construire ce futur que tu désires tant. Alors, vous voyez, ça pourrait être quelque chose comme ça qui pourrait être effectué par rapport à cela. Si on poursuit maintenant, il y a l'axe mental, donc un axe de résistance qui va se faire plus au niveau du mental. Alors, c'est des éléments comme la justification. Alors, on se justifie, hein, je suis triste aujourd'hui parce que mon père m'a fait ça quand j'étais jeune, mon professeur m'a fait ça à tel autre âge, mon patron m'a fait ça à tel autre âge, ma compagne m'a fait ça à tel autre âge. Vous comprenez, on se justifie, on devient victime finalement de tout ce qui s'est passé autour de soi, mais nous, on n'a rien à voir là-dedans. Alors, ça, c'est une justification qui nous rend irresponsables et qui nous empêche donc de pouvoir assumer notre changement. Donc ça, c'est une résistance qui pourrait être vue à ce niveau-là. Le monologue intérieur, bien évidemment, c'est un mécanisme de défense qui s'est développé souvent lorsqu'on était plus jeune et on a entendu donc des mots qui nous ont été dits et qui nous ont marqués, évidemment, et qui nous gardent dans un état émotionnel qui pourrait se rapprocher de la régression. C'est-à-dire que ce dialogue intérieur-là, qui se manifeste sans qu'on le veuille, c'est un dialogue qui nous ramène simplement à l'idée d'une forme d'interdit par rapport à notre enfance, par exemple, qui nous rappelle quelque part qu'on n'a pas le droit d'être autre chose que ce qui nous a été exprimé à ce moment-là. Donc ça aussi, c'est un autre élément, une autre façon de résister à quelque part qui peut se manifester.
La confusion, alors quelquefois quand on est dans une situation de confusion émotionnelle, on ne parvient pas à être clair, on ne parvient pas à être capable de verbaliser ce qu'on ressent ou de verbaliser ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, comme si on n'arrivait plus à être capable de voir, d'avoir une cohérence, disons. Alors la confusion va être une façon souvent d'éviter d'être cohérent parce qu'on sait que la cohérence pourrait nous amener à devoir nous comporter d'une certaine façon et quelquefois, bien évidemment, on a peur de cette façon mature de devoir nous comporter, donc on va simplement résister à cela. Donc ça, c'est un autre élément qu'on peut retrouver assez fréquemment. S'illusionner. Alors, s'illusionner, c'est se raconter des trucs. Par exemple, ben, dans 5 ans, dans quelques années, je vais être vraiment un être extraordinaire, merveilleux, parce que j'ai fait un rêve et j'ai vu que j'allais être un être merveilleux, parce que à mon nez, je me lever un matin, puis toute ma vie va être transformée. Je vais être complètement évolué, complètement changé. On m'a dit ça, et puis j'avais juste à attendre, et puis que tout allait bien aller. Alors, je vous donne un exemple, évidemment, d'une forme d'illusion, quelque part, c'est qu'on s'illusionne sur quelque chose qui n'est pas nécessairement réaliste, et qui pourrait nous laisser croire qu'on a simplement à être assis et à attendre que les choses vont se passer telles quelles. Alors, vous comprenez que c'est tous des axes, c'est toutes des explications mentales qui peuvent effectivement nous contribuer à nous garder dans un état de perturbation psychique. Alors, l'activation intuitive, dans ces cas-là, va chercher justement à tenir compte de ces résistances-là pour chercher justement à amener notre partenaire à justement dissoudre, dissiper ces mécanismes-là pour permettre à l'inconscient de libérer les ressources créatrices avec plus de facilité. Parce que vous comprendrez que ces mécanismes mentaux-là sont là pour empêcher les ressources créatrices de s'exprimer librement, puisqu'on en a peur, parce qu'on ne veut pas qu'elles se manifestent. C'est pour ça qu'on a développé ces mécanismes mentaux-là, comme pour empêcher le mouvement de guérison de prendre forme. Alors, comme exemple, évidemment, qu'on pourrait donner par rapport à la confusion, alors, on pourrait par exemple dire que dans ton bassin, tu peux ressentir le poids d'une émotion très très profonde. Comme si cette émotion était tellement profonde qu'on ne voulait pas la regarder, qu'on ne voulait pas la voir. Comme si on avait appris justement à se rendre confus, à un point tel qu'on ne comprend plus rien. Notre vie devient une immense incompréhension, parce qu'on a choisi justement de ne pas regarder les choses en face. Comme si dans cette région du bassin, les ressources créatrices se libèrent et nous permettent justement de ressentir la grande colère qui est en nous. La grande colère qui nous ramène à l'idée que nous n'avons pas compris pourquoi, par exemple, nos parents n'ont pas effectué ce qu'il fallait faire. Nous étions qu'un enfant et nous aurions dû être aidés par eux. Et c'est comme si nos parents nous avaient laissé tomber, comme si nous avons l'impression qu'ils nous avaient laissé tomber. Et nous avons tellement vécu de souffrance associée à cela que nous avons refusé de chercher à accueillir cela, accueillir ce qui se passait. Il y avait trop de douleur, nous n'avons pas pu comprendre, nous ne le comprenons toujours pas. Les ressources créatrices sont là justement pour nous témoigner cette envie que nous avons de retrouver justement cette cohérence, cette cohésion. Quelquefois, nos parents peuvent être incapables de répondre à nos demandes, tout simplement parce qu'ils ont peut-être eux-mêmes des manques. Et qu'à partir du moment qu'on accueille cela, on peut apprendre nous-mêmes, en tant qu'individus, à devenir peut-être plus adultes. Plus adultes parce que cette compréhension nous enlève un poids. Nous ne demandons plus à nos parents d'être parfaits. Nous ne demandons plus à nous-mêmes d'être parfaits non plus. Nous acceptons justement qu'il y a quelque chose que nous ne connaissons pas. Mais le fait que nous l'acceptons, c'est en quelque sorte découvrir qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une forme de savoir qui accepte certaines limites, mais nous avons un savoir, une connaissance. Nous comprenons davantage ce que nous avons envie d'être, ce que nous avons envie de faire. C'est alors qu'on peut ressentir et voir et entendre ces ressources créatrices qui nous révèlent de plus en plus clairement ce que nous avons envie de faire aujourd'hui. Comme si tout devenait de plus en plus clair, de plus en plus net, de plus en plus précis, etc., etc. Donc évidemment, je pourrais poursuivre cette activation-là en amenant ce que moi je perçois comme révélation qui apparaît dans le travail. Donc, j'aurais pu faire effectivement ce lien-là pour amener mon partenaire à donc s'enrichir d'une connaissance nouvelle qui l'amènerait donc à avoir une clarification et ne plus être confus, par exemple. Alors, vous voyez, ça serait une façon de pouvoir procéder. Par rapport à la justification, pour donner un autre exemple, alors la justification qui consiste justement à expliquer constamment, à donner des raisons finalement à une souffrance ou à des incapacités qu'on peut avoir. Donc, on pourrait faire ça comme ceci. Je dis ça comme ceci. Alors, bon, tu regardes ton ventre. Ton ventre, effectivement, peut entraîner de la douleur, de la souffrance. Mais tu sais qu'au fond de toi, cette souffrance, elle est reliée justement à peut-être une incapacité à vouloir regarder ce qui anime cette souffrance. Comme si tu avais plein d'excuses, plein de commentaires à transmettre, à donner, pour expliquer pourquoi tu n'es pas parvenu à ceci ou à cela. Mais si tu acceptes le silence qui est en toi, accepte le silence qui se trouve dans ton ventre, et ce silence va peut-être te parler.
Il va peut-être te dire justement qu'il est l'heure de se regarder, de prendre le miroir et de se regarder en face et de commencer à se rendre compte justement qu'il n'y a peut-être plus de raison. Il y a peut-être simplement un accueil à se faire, constater qu'on a essayé de faire pour le mieux et qu'on n'y est pas parvenu et que cela nous attriste beaucoup. Évidemment, quand on est très triste et qu'on a de la souffrance, on pourrait avoir envie de s'expliquer, de se justifier, de rendre responsables les autres. Mais un jour ou l'autre, on sait bien au fond de nous-mêmes que nous en sommes le seul responsable. Et qu'à partir du moment qu'on reconnaît ce pouvoir que nous avons entre nos mains, cela devient excitant. Quand nous commençons à nous rendre compte qu'il serait possible de tout changer cela, par un simple doigté, un simple regard, une simple nouveauté, de porter un regard nouveau sur soi et sur l'extérieur. C'est alors que les ressources créatrices se mettent en mouvement, comme si dans le ventre, on sentait un nouveau mouvement se faire, un mouvement qui nous tend la main et qui nous impose justement cette idée que la vie peut être différente à partir du moment où on se pardonne et on accepte justement de pardonner aux autres. On se rend compte qu'on est alors responsable de sa vie et qu'on peut faire ce qui doit être fait tout simplement pour être heureux. Il est peut-être le temps aujourd'hui de le faire, etc., etc. Donc vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qui pourraient amener donc une façon de travailler avec l'activation intuitive et de travailler avec ces zones de résistance-là qu'on a pu observer chez notre partenaire pour amplifier le processus de guérison. Il y a l'acte de la distorsion corporelle qui existe également, qu'on va retrouver, évidemment, c'est des gens qui sont plus dans la sensation corporelle. Alors, ils vont peut-être, bon, par exemple, tantôt je parlais on pourrait très bien, dans ce type de distorsion-là, constater une personne, lui dire « je suis possédé ». Je suis possédé par une entité qui possède tout le côté gauche de mon corps ou tout le côté droit de mon corps et qui m'empêche de pouvoir être heureuse ou heureux. Alors évidemment, donc, c'est une dissociation où on va reconnaître qu'une facette de soi, une partie de notre corps, n'est plus à nous, elle ne nous appartient plus. Alors évidemment, donc, vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est vrai qu'elle est possédée ou c'est pas vrai qu'elle est possédée? Je vous dirais ceci. L'important, quelque part, c'est pas savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. L'important, c'est de travailler avec cette personne-là pour collaborer avec elle et bien s'assurer qu'on comprend sa croyance ou sa façon de voir les choses pour essayer de travailler avec elle, mais de l'amener dans un processus de guérison. Donc, quand on va commencer à faire une activation intuitive des ressources créatrices, on va accueillir sa vision du monde, mais on va effectivement travailler pour que cette vision du monde-là, cette personne puisse l'élargir pour arriver effectivement à se libérer de cette limitation-là. Donc, c'est vraiment ça qu'on va chercher à faire avec l'activation intuitive. Donc, dans un contexte de dissociation, la dissociation implique qu'on s'est dissocié de quelque chose. Donc, si on exorcise, admettons, dans ce cas-ci, la personne, c'est qu'on enlève l'énergie qui l'empêche d'être elle-même, bon, on va simplement lui permettre par la suite de se réapproprier cette partie de son corps. Donc, c'est vraiment ça l'objectif qu'on va se fixer. Donc, l'idée de l'entité qui prend possession du corps est une façon de voir les choses. L'important pour nous, c'est de régulariser la situation pour que la personne ne se sente plus en dissociation. C'est vraiment ça qu'on va chercher à faire. Et dans ce sens-là, on va tenir compte de la réalité que la personne attribue à ce phénomène-là pour l'utiliser, pour favoriser donc un soin thérapeutique. Il y a également donc le blocage. Alors, des gens qui se sentent bloqués, ils sentent que dans une région de leur corps, c'est bloqué complètement. Il s'avère bien souvent que c'est le cas, c'est-à-dire que le blocage implique une mauvaise circulation énergétique, implique des problèmes de santé possibles, etc. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qu'on peut donc favoriser par l'activation, de favoriser un processus de guérison dans cette région-là, en induisant bien cette notion de blocage, en induisant bien que les ressources créatrices sont là pour libérer le blocage en question. Donc, on peut vraiment faire un travail de guérison dans un contexte comme celui-là. Le rêve hypnotique, alors ça, c'est une situation où on va devant une problématique que l'on rencontre. Par exemple, à chaque fois qu'on a une douleur, par exemple, à l'intérieur de soi, on pourrait, par exemple, se dire, bon, ben voilà, je me mets en communication avec Jésus, et Jésus, à quelque part, à laquelle je suis très croyant, donc je me mets en communication avec Jésus, et Jésus, à quelque part, je lui demande de faire des prières pour moi parce qu'il va me libérer de ma souffrance et de ma douleur. Et c'est comme ça, quelque part, que je gère cette douleur-là, avec une réussite plus ou moins élevée. Donc, évidemment, c'est une façon de ne pas faire face à la problématique. C'est-à-dire que si j'ai des douleurs, des souffrances intérieures, qu'elles soient psychiques ou physiques, bien évidemment, le rêve hypnotique, c'est une façon de me construire un genre de nouveaux paramètres, une nouvelle construction imaginaire qui va me permettre de déplacer ma conscience ailleurs et ne pas finalement porter mon attention sur la problématique.
Évidemment, si je voulais travailler avec Jésus, mais peut-être que Jésus pourrait s'intégrer dans le soin pour travailler sur ma douleur plutôt que de simplement lui demander de prier pour moi. Vous voyez, par exemple, ce serait une façon plus constructive de travailler de cette façon-là. Alors, donc, ce qu'on va chercher à faire, évidemment, dans une activation intuitive, dans un contexte comme ça, c'est qu'on va peut-être utiliser l'énergie de Jésus, mais l'énergie de Jésus qui va être plus participative et plus guérisseuse aussi dans le travail de l'activation. Vous voyez, ce serait une façon d'utiliser ce contexte de rêve hypnotique pour l'intégrer davantage dans la réalité corporelle pour qu'il y ait un impact dessus. Dans le cas du blocage, bien évidemment, on travaillerait à bien mettre en évidence le blocage, mais les ressources créatrices seraient là pour amener donc justement tout doucement un déblocage. Et le déblocage, bien évidemment, révélerait des informations intuitives qu'on transmettrait chez notre partenaire pour qu'effectivement il expérimente dans son corps un dénouement du blocage, que le blocage devienne de moins en moins important et une somme d'informations qui expliquerait justement qu'est-ce qui se passe quand la personne devient débloquée au niveau psychologique. C'est un peu le travail qui pourrait être fait aussi à ce niveau-là. La déformation sensorielle, alors il y a des gens qui sont minces et qui se voient dans un miroir, ou non, excusez-moi, il y a des gens qui sont minces et qui ont l'impression d'être gros. Il y a des gens qui sont gros qui ont l'impression d'être minces. Ce sont des déformations sensorielles, c'est-à-dire que dans la réalité, ils sont gros ou minces et ils se perçoivent différemment. Donc, encore là, ces déformations sensorielles peuvent être utilisées pour pouvoir, dans l'activation intuitive, permettre justement un travail sur l'image corporelle pour amener notre partenaire à renouer contact avec la réalité. Alors évidemment, comment on pourrait procéder? Supposons que c'est une personne qui est en fait qui est grosse mais qui se perçoit mince, par exemple. Ben, on pourrait faire quelque chose comme ça, c'est que tu peux peut-être toucher ton corps, tu peux peut-être prendre le temps de bien sentir la forme que ton corps manifeste en lui. Tu peux être surpris de toucher ce corps qui ne semble pas être le tien, comme s'il t'apparaissait tout à fait normal, cette minceur que tu ressens en toi. Cette minceur que tu ressens en toi et qui est étroitement en relation avec ta fragilité, avec ta douceur, ta sensibilité. Comme si tu étais incapable de l'assumer, cette sensibilité, cette douceur, cette fragilité. Comme si tu avais l'impression que le seul moyen pour toi de faire face à la vie était de devenir une masse plus importante pour te protéger de cette fragilité, de cette douceur qui est en toi. Tout doucement, les ressources créatrices sont là pour t'inviter justement à renouer contact avec une image plus juste de toi-même, comme si tu reconnaissais que cette minceur pouvait justement se densifier, que cette grosseur pouvait maintenant s'amincir, comme si tu pouvais reconnaître une image corporelle plus juste de toi-même, qui t'amenait à ressentir une forme de fierté. La fierté d'un être humain qui se sent en harmonie avec lui-même, qui n'a plus besoin d'être trop gros, qui n'a plus besoin d'être trop mince, simplement celui qui est dans un espace juste, un espace corporel qui est le sien. Prends le temps de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre ce nouvel espace prendre forme. Voilà, ce serait un exemple un peu de comment on pourrait procéder pour travailler sur la déformation sensorielle, par exemple. Alors, ce sont tous des exemples pour vous montrer un petit peu comment on peut procéder pour travailler sur les différents ressentis, les différentes résistances qu'on peut retrouver dans une pratique de l'écoute imaginaire, lorsqu'on fait une activation intuitive des ressources créatrices. Nous sommes rendus à l'étape de l'exercice. Moi, je vous propose de faire un exercice, finalement, que vous allez expérimenter. Je vais vous proposer de vous installer confortablement, dans la mesure du possible, de vous coucher. Je vais faire une activation intuitive avec un thème que je vais choisir comme ça, que je n'ai pas encore identifié comme tel, mais on va prendre le temps, donc, de simplement partir sur un thème qui pourrait être, par exemple, la sécurité. Par exemple, on pourrait partir sur ce thème-là, qui est la sécurité, qui est un thème commun à chacun d'entre nous. Nous sommes tous à la recherche d'une certaine sécurité. Et je vais partir de cette sécurité-là sur une image d'une personne fictive que je n'ai pas donc identifiée, qui va se présenter à moi, mais qui va donc avoir comme objectif d'être en résonance un petit peu avec chacun d'entre nous pour que cette activation-là puisse effectivement se présenter, être effective en fin de compte pour chacun d'entre nous. Alors, je vais vous installer, donc je vais vous proposer de vous installer confortablement et moi, je vais simplement commencer l'activation intuitive dans quelques secondes à mesure que vous allez vous installer confortablement. Donc, vous allez vous installer confortablement de façon à ce que votre corps puisse se relaxer, se relâcher et se détendre. Et je vais demander à votre corps de libérer les ressources créatrices afin que la sécurité puisse se manifester de plus en plus fortement en vous. Alors, il est possible que vous puissiez ressentir, voir et entendre un mouvement qui va partir du plexus solaire vers vos pieds et de vos pieds vers le plexus solaire, comme s'il y avait une énorme douleur qui était présente,
une énorme angoisse qui était présente, comme s'il y avait une impression qu'il fallait faire plein de choses et qu'on avait une très grande lassitude. Une très grande lassitude, comme si toute la région du plexus solaire était sous forme de spasme. Et les ressources créatrices qui sont là viennent adoucir cette région. C'est un peu comme si elles venaient les masser de façon à ce que toute la région du plexus solaire devienne adoucie, devienne plus relaxe, plus relâchée. Comme ça, on commençait à prendre conscience de la notion du temps. Comme si nous n'avions pas de temps, car nous ne donnions peut-être pas suffisamment d'espace pour habiter ce temps, pour pouvoir profiter du temps. Comme si nous étions toujours en stress, comme s'il fallait toujours faire plus et faire plus. Et le fait que la zone du plexus solaire se relaxe permet justement de ressentir, de voir et d'entendre un mouvement de relaxation se produire du plexus solaire vers nos pieds et de nos pieds vers le plexus solaire. Comme s'il y avait alors un bercement de plus en plus relaxant et de plus en plus relaxant. Comme si tout doucement nous devions conscients de ce besoin d'espace, de relaxation en soi. Un peu comme si on pouvait voir, entendre ou ressentir notre petit enfant intérieur prendre forme dans notre bassin. Un petit enfant intérieur qui a envie qu'on le prenne dans nos bras et qu'on le prenne le temps de le soigner, de l'apprécier, de l'aimer, de le sécuriser, de le réconforter. Comme si cet enfant, à mesure qu'on le réconforte, devenait de plus en plus solide et on pouvait ressentir un renforcement énergétique de nos pieds vers notre plexus solaire et de notre plexus solaire vers nos pieds. Comme si ce renforcement énergétique nous permettait de nous sentir plus solides sur nos deux jambes et nous permettait de ressentir cette énergie circuler plus librement des pieds jusqu'au plexus solaire et du plexus solaire jusqu'à nos pieds. Comme s'il y avait un sentiment de se lever debout, un sentiment de se lever debout qui nous fait du bien. Comme si cette énergie créatrice qui se libérait de notre corps permettait tout doucement un nouveau mouvement de prendre forme, du plexus solaire vers le sommet de la tête et du sommet de la tête vers le plexus solaire. Comme s'il y avait une forme de fierté qui apparaissait. La fierté d'un homme ou d'une femme qui n'avait peut-être pas appris justement à développer cette fierté. Comme si on lui avait toujours demandé plus et plus. Comme si on ne lui donnait jamais la permission, justement, de lui donner une tape dans le dos en lui disant « c'est bien ce que tu as fait ». Comme si on avait toujours l'impression qu'il fallait toujours faire plus. On était là de ça. Et on pouvait ressentir, voir et entendre donc ce mouvement du plexus solaire qui remontait vers le sommet de la tête. Et il y avait comme une espèce de tension qui prenait forme dans la région de la gorge et dans la région du cerveau. Et les ressources créatrices sont là pour enlever ces tensions pour peut-être laisser remonter à notre conscience de la tristesse qui est présente. Une tristesse profonde, comme si nous n'avions pas appris justement à accepter ou à accueillir cette tristesse en soi. Comme s'il ne fallait pas être triste, il fallait toujours finalement être droit et faire tout ce qu'il fallait faire. Comme s'il n'y avait pas d'autre façon de procéder que celle-là. Et les ressources créatrices nous tendent la main, comme si elles nous invitaient justement à créer un mouvement qui remonte du plexus solaire vers le sommet de la tête et du sommet de la tête vers le plexus solaire. Et nous permettre de ressentir, voir et entendre les tensions se former dans les épaules et dans le cou. Comme si nous avions besoin de communiquer, de verbaliser, de dire que nous en avons assez, que nous avons envie d'alléger notre être, que nous avons envie d'alléger notre vie, de nous enlever des responsabilités peut-être trop lourdes. Comme si nous prenions conscience qu'il y avait la possibilité d'être heureux et que le bonheur se manifestait par ce mouvement qui partait du plexus solaire vers le sommet de la tête et du sommet de la tête vers le plexus solaire. Et que tout cela nous permettait de nous dégager de tensions dans la gorge, dans les épaules, dans le cœur. Et que cela nous permettait justement de sentir qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y avait une envie de crier très fort que nous en avions assez, que nous avions envie de prendre soin de nous-mêmes, que nous avions envie justement de ne plus être à la course, que nous avions envie de nous sécuriser de plus en plus fortement, et toujours de plus en plus fortement. Comme si ce mouvement de sécurité commençait à prendre forme, des pieds jusqu'au sommet de la tête, et du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Un mouvement de sécurité de plus en plus profond, de plus en plus stabilisant, qui commence à nous permettre à nous relaxer, nous relâcher, nous détendre. Comme si tout notre corps s'abandonnait à la gravité, s'abandonnait à la vie, et que la vie se répandait dans notre corps de plus en plus intensément, et toujours de plus en plus intensément, faisant en sorte que tout notre corps est habité par une douce énergie qui nous nourrit et qui nous fait du bien, et qui nous fait comprendre que justement nous sommes en train de découvrir qu'il y a en soi un grand bien-être qui prend forme, un grand bien-être de plus en plus profond, et toujours de plus en plus profond. Ce mouvement de sécurité qui part des pieds pour monter jusqu'au sommet de la tête, et du sommet de la tête redescendre jusqu'à nos pieds.
Ce grand relâchement qui se fait nous fait énormément de bien. Comme si tout doucement on pouvait ressentir, voir et entendre des fourmillements à l'intérieur de soi. Comme si nous avions tout à l'heure, tout à coup, un peu l'impression d'avoir froid, avoir comme des fourmillements, mais comme si nous avions des frissons à la fois aussi. Comme si l'énergie se modifiait dans notre champ énergétique et nous permettait de ressentir, de voir et d'entendre que les ressources créatrices, c'est comme si elles nous enveloppaient d'un doux manteau de fourrure pour nous réchauffer, nous sécuriser, nous réconforter. Comme si pendant trop longtemps nous n'avions pas eu droit à ce réconfort. Et aujourd'hui, ce réconfort nous était donné. Et cela nous faisait beaucoup de bien. Cela nous permettait de vivre comme une accalmie, une tranquillité, un bien-être. Cela fait du bien, beaucoup de bien. Et tout notre corps se relâche, se relaxe. Et on sent justement cette énergie se répandre dans tout notre être comme une douceur, comme une tendresse. Comme si l'énergie circulait des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'à nos pieds. Et que le mouvement était plus lent, un mouvement qui était plus lent et qui nous faisait ralentir et qui nous faisait simplement prendre conscience du grande relaxation que cela crée en soi, du grand calme, de la grande tranquillité qui en résulte. Comme si nous étions dans une position de sécurité, quand nous étions à notre rythme, quand nous étions en accord avec soi. Et on se prenait dans nos bras pour simplement nous dire que nous nous aimions, que nous avions envie de nous aimer davantage et que nous avions envie de nous sécuriser davantage en prenant soin de nous davantage, justement. Et tout cela amène ce mouvement circuler en soi, comme s'il nous berçait. Il nous berçait comme dans une berceuse qui nous relaxe, qui nous relâche, qui nous sécurise et qui nous fait du bien, car elle nous fait prendre conscience de notre valeur, de la valeur de ce que nous sommes. Et on se laisse bercer par elle, comme si cet bercement-là, comme si c'était une caresse qui nous faisait du bien et qui nous permettait de ressentir cette caresse, ce bien-être, se répandre dans tout notre corps, comme une grande, grande sécurité qui se répand dans tout notre corps, des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'à nos pieds. Et que tout cela nous permet de ressentir ce bien-être, de l'expérimenter, de le vivre et de le goûter profondément dans chacune cellule de notre corps. Alors on va rester le temps qu'il faut, le temps qui est nécessaire dans cet état de bien-être, dans lequel ce bercement nous fait du bien et nous sécurise et nous rend heureux. Et on va rester le temps qu'il faut, le temps qui est nécessaire dans cet état de bien-être et de plaisir. Tout doucement, chacun à son rythme. Vous allez pouvoir doucement revenir à vous, en prenant donc le soin de doucement être à l'écoute de vous-même et doucement revenir à vous, en bougeant les extrémités, en prenant une bonne inspiration, en ouvrant les yeux, chacun à votre rythme.
vous pourrez doucement revenir à vous. Et si vous avez envie, prendre le temps de noter ce que vous avez pu expérimenter tout au long de cet exercice. Maintenant, on va donc conclure cette leçon en vous proposant, en vous rappelant évidemment qu'il y a une conférence web qui va être là pour avoir comme but de répondre aux questions que vous auriez peut-être concernant ce module. Alors évidemment, c'est un module, comme vous l'avez compris, qui est un petit peu plus orienté vers la pratique vers l'autre. Évidemment, cette façon d'utiliser la parole dans un contexte d'activation intuitive peut très bien s'appliquer sur soi. Et j'aimerais donc évidemment, je vous fais référence évidemment à l'enregistrement MP3 qui vous permet donc de vraiment expérimenter ça de façon plus directement associée à votre travail, à vous personnel. Alors évidemment, là, je l'ai proposé comme une voie peut-être un peu plus orientée vers l'autre, puisque cet enseignement-là, qui est l'activation intuitive, est davantage orienté dans un contexte thérapeutique. Il faut bien le dire, puisque c'est plus facile à appliquer souvent dans ce contexte-là, mais c'est une belle pratique à essayer de faire sur soi, puisque c'est une belle façon de vous faire confiance et une belle façon de pratiquer aussi cette démarche sur soi. Bien évidemment, donc, on peut l'appliquer sur soi, on peut l'appliquer sur les autres. Ça peut être une belle façon donc de faire confiance à cette capacité de verbalisation qu'on établit en amplifiant le processus intuitif qu'on observe dans notre corps ou celui de notre partenaire. Ah, voilà, donc ça c'est le prochain rendez-vous, ça sera donc pour répondre à vos questions de cet enseignement qui va finalement clôturer donc la formation personnelle. Il y a toujours le site de l'écoutimagin.com que vous pouvez visiter. Il y a donc des développements qui se font sur le site, un nouveau site qui va avoir lieu très bientôt ou qui est peut-être déjà là. Vous pourrez voir la connexion de ce site-là avec le site de l'écoutimagin puisqu'ils sont étroitement reliés l'un et l'autre. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce module 9. Et je vous dis donc à très bientôt lors de la conférence web pour répondre à vos questions. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.